Bonjour à vous, Sébastien Bonjour. Chenu. Vous êtes donc porte-parole du FN, du Front National. Et nous avons appris hier que Marine Le Pen n'exclut pas, je cite, qu'un autre candidat qu'elle-même défende vos couleurs à l'élection présidentielle de 2022. Elle l'a dit hier devant la presse étrangère. C'est plutôt une surprise. On la croyait présidente et candidate inamovible de votre parti. Ce temps-là est donc fini. Vous voyez que nous sommes pleins de ressources et que Marine Le Pen est pleine de ressources. Mais chez nous, ce sont les adhérents qui votent et qui désignent la présidente du mouvement, en l'occurrence Marine Le Pen, et qui désigneront le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle de 2022. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle n'est pas automatiquement candidate? Parce que depuis que le Front National présente un candidat à l'élection présidentielle, c'est soit son père, soit elle-même. Donc il pourrait y avoir une tierce personne. Jamais rien n'est automatique dans la vie. Il ne vous a pas échappé que Marine Le Pen souhaitait faire monter une nouvelle génération autour d'elle. Si elle est la mieux placée, elle défendra nos couleurs. Je crois qu'aujourd'hui, elle est la mieux placée et qu'il y a de fortes chances qu'elle le soit demain, à mon avis. Mais l'hypothèse qu'elle ne le soit pas, puisque c'est elle-même qui l'envisage, ne signe-t-elle pas finalement le constat de l'échec de 2017 ? Finalement, est-ce qu'elle n'a pas tiré le leçon de sa défaite ? Et peut-être se dit-elle qu'avec elle, vous ne pourrez jamais accéder au pouvoir. Non, pas du tout. Je crois que d'ailleurs, une fois qu'on aura réalisé combien Emmanuel Macron a déconstruit notre pays, combien il a ouvert ce pays à tous les vents, eh bien Marine Le Pen apparaîtra aux yeux des Français probablement comme un pôle de stabilité et de solidité dont notre pays a besoin. Alors pourquoi envisage-t-elle cette hypothèse ? Parce que les jeux sont ouverts et parce qu'elle souhaite que rien ne soit cadenassé avant 2022. Nous sommes dans la construction, la refondation d'un grand mouvement d'opposition populaire. À sa tête, Marine Le Pen. Si en 2022, elle estime être la mieux placée, je pense qu'elle le sera parce qu'elle est la plus solide et la plus expérimentée, alors elle portera nos couleurs. Si ce n'est pas le cas, eh bien les jeux se réouvriront. Est-ce que vous avez tiré toutes les leçons de la défaite de l'an dernier? Est-ce qu'un simple changement de nom du Front National, puisque c'est ce qui est en question aujourd'hui et dans l'air, suffira finalement à montrer, à convaincre que vous êtes capable de gouverner la France? Ce n'est surtout pas un simple changement de nom que la refondation du Front National. C'est notre capacité à nouer des alliances, c'est notre capacité peut-être à apporter des réponses plus précises aux grands enjeux de civilisation qui sont les nôtres, notre rapport à la mondialisation. Qu'est-ce que la nation aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement se replier sur soi ou c'est au contraire un instrument qui permet de conquérir le monde? Mais le changement de nom, c'est un préalable. Et le changement de nom, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin, au contraire. Donc, ce n'est pas un préalable, c'est la fin. Là encore, ce sont les adhérents qui le décideront, s'ils le souhaitent, et je crois qu'ils le souhaiteront. Alors, ces adhérents, vous leur aviez envoyé un questionnaire dont on connaît les résultats ces jours-ci. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que, par exemple, ils pensent que Marine Le Pen a eu raison de s'accrocher sur la retraite à 60 ans, sur la sortie de l'euro, sur la défense des 35 heures? Que vous répondent-ils aujourd'hui? Les réponses à ce questionnaire seront dévoilées lors de notre congrès des 10 et 11 mars. Nous voyons des premières tendances et nous voyons que nos adhérents, les militants du Front National, ne sont pas des conservateurs, qu'ils ont une forte conscience sociale, ce qui nous différencie probablement et d'Emmanuel Macron et des Républicains. Chez nous, il y a une forte conscience sociale, c'est-à-dire que nous constatons qu'il y a un modèle social français qu'il faut préserver. Nos adhérents y sont favorables à la préservation de ce modèle social qui est en train de casser Emmanuel Macron. Par exemple, vous l'avez cité, sur la retraite à 60 ans avec 40 annuités, eh bien, il y a un attachement fort à ce modèle social. Marine Le Pen l'avait exprimé elle-même. Elle avait d'ailleurs été critiquée. Eh bien, je vois que les adhérents du Front National lui donnent quitus. Et sur la sortie de l'euro, que disent-ils? Alors écoutez, je crois que la sortie de l'euro, c'est plutôt la fin d'une histoire. Nous avons probablement fait une erreur en positionnant la sortie de l'euro comme le cliquet d'entrée de toute politique européenne. Nous pensons que c'est la fin de l'histoire. Il faut d'abord récupérer nos frontières, puis récupérer la capacité à maîtriser nos lois, le législatif, et enfin, au bout de 5 ans... Donc ça reste un objectif à atteindre. Bien sûr, la souveraineté monétaire est un objectif, mais comme la suite d'une histoire sur 5 ans, après consultation évidemment des Français, par référendum. Alors il y a un grand projet de loi, un texte qui va arriver dans les prochaines semaines à l'Assemblée, la semaine prochaine au Conseil des ministres, c'est celui sur l'immigration et l'asile. C'est un texte qui est jugé répressif même par certains députés de La République En Marche. J'imagine logiquement que vous devez trouver qu'il va dans le bon sens. Non, pas du tout. Les députés de La République En Marche s'escriment à faire une seule chose, c'est-à-dire à édulcorer ce texte. Leur obsession n'est pas de nous garantir de la pression migratoire, faire en sorte qu'il y ait moins d'immigrés qui entrent chez nous, c'est au contraire accueillir davantage. Et ce texte nous inquiète, car le cadre juridique qu'il pose fait exploser, par exemple, le regroupement familial. Il faut le savoir.
le regroupement familial va exploser dans notre pays. Et dans le même temps, la rétention administrative des étrangers va être facilitée. Donc ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est ce qui permet de dire au gouvernement. Non, mais c'est ce qui permet de dire au gouvernement qu'il a une certaine sévérité. Mais ça, c'est le début. Au moins cette mesure-là. Ça, c'est le début de l'histoire. Les amendements qui sont déposés actuellement par La République En Marche visent à édulcorer tout cela. En réalité, nous allons continuer à accueillir davantage de migrants, davantage de demandeurs d'asile. Il y a dans ce texte un schéma d'accueil sur notre territoire et de répartition des demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'après les migrants, ce sont les demandeurs d'asile qui vont être répartis sur l'ensemble de notre territoire. Et il est très inquiétant, ce texte. Non seulement il ne prend pas la mesure, mais il continue d'ouvrir notre pays à tous les vents. Oui, s'il était aussi laxiste que vous le prétendiez, nous n'aurions pas autant d'associations, de partis politiques qui le combattent aujourd'hui. Ah, mais les associations qui le combattent sont des associations qui sont, créées pour cela. Elles vivent de la défense de l'immigration et de la politique immigrationniste qui est dans notre pays. Les politiques laxistes qui combattent ce texte sont ceux mêmes qui ont voté notamment les quotas de migrants. Je note par exemple que les Républicains ont voté les quotas de migrants. Moi, je le dis très simplement, mais notre pays est complet. Merci. Nous ne pouvons plus accueillir d'autres vagues migratoires dans notre pays. Il y a 311 000 immigrés en situation irrégulière qui bénéficient de l'AME. Ce qui veut dire qu'il y a donc beaucoup plus d'immigrés en situation irrégulière dans notre pays. Tous ne bénéficient pas de l'AME. Donc les chiffres explosent. Ce gouvernement essaye de le masquer. Dernière question. Sébastien Chenu, vous êtes un élu du Nord et vous connaissez bien Gérald Darmanin, qui est lui aussi un élu du Nord et qui a appartenu, comme vous, au parti Les Républicains. Que vous inspire la période qu'il est en train de traverser, lui, mais aussi Nicolas Hulot, sur des révélations? Est-ce que cela va trop loin? Est-ce que vous soutenez la présomption d'innocence? Moi, je soutiens la présomption d'innocence parce que ça ne se saucissonne pas. Nous la demandons pour l'ensemble de celles et ceux qui sont mis en cause. J'ai pour principe de vie de ne pas crier avec les loups. En revanche, il faudra s'attacher vraiment, et un texte viendra, je le crois, et nous serons très attentifs à cette parole des victimes d'abus sexuels. Je crois qu'il faut les aider, les épauler davantage à travers les associations. On ne peut pas déposer plainte lorsqu'on a été victime d'abus sexuels entre un voleur de portable et puis quelqu'un qui est venu pour un détournement d'une loi quelconque ou un permis de conduire suspendu. On ne peut pas considérer cela comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Chenu. Très bonne journée. Laurent, c'est à vous. Merci, Jeff. Très belle journée à vous deux également.